Benjamin Louvet nous rejoint, directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. Vous allez rendre dans un instant votre verdict face au marché. Cet instant qu'on va vivre, ce moment, ce verdict, est-ce que vous l'assumez? Je l'assume Guillaume. On vous écoute. Eh bien, simplement dire que les métaux précieux ont encore un énorme potentiel pour l'année 2026. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a encore un énorme potentiel. Waouh, c'est bon ça. Vous arrivez avec une bonne nouvelle. Donc sur les métaux précieux, le potentiel est encore devant, peut-être encore pour 2026. Alors qu'on a l'argent au plus haut, l'or pas très loin des plus hauts, c'est pas fini, c'est votre message. Oui, c'est notre message. Clairement, Guillaume, il faut comprendre une chose, c'est que les marchés de matières premières sont des marchés un peu particuliers par rapport aux classes d'actifs que vous avez l'habitude de commenter toute la journée, actions, obligations. Le sous-jacent de ces actifs, c'est une société. Et la société, eh bien, comment ça s'évalue? On fait une actualisation des flux futurs de l'entreprise pour estimer sa valeur à aujourd'hui. Donc quand vous avez une nouvelle qui tombe, elle va influencer les premières années de bénéfices, mais pas sur la durée. Donc ça va avoir un impact limité sur le cours. Dans le domaine des matières premières, la fixation du prix, elle est instantanée, en fonction de l'équilibre à l'instant T. Et donc tout impact sur la production ou sur la consommation va immédiatement se traduire dans le prix. Le prix des matières premières n'intègre pas du tout le futur de cette matière première. Le très bon exemple, c'est le lithium. Aujourd'hui, le lithium, on sait qu'on va manquer de lithium à un horizon de 2 ou 3 ans. Et pourtant, le prix du lithium est totalement déprimé. Il valait 85 000 $ la tonne en 2022. Il vaut 10 000 $ la tonne aujourd'hui. Parce qu'à court terme, eh bien, on a plus de lithium produit que ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien avoir conscience que le marché des matières premières, celui de l'or au premier rang d'entre eux, est beaucoup plus petit que le marché des actions et des obligations. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de remises en question sur l'allocation d'actifs. Mike Wilson, par exemple, le directeur des investissements de Morgan Stanley au niveau monde, dit le portefeuille type 60% actions, 40% obligations est derrière nous. Et maintenant, il faut penser à un portefeuille 60-20-20 avec 60% d'actions, 20% d'obligations et 20% d'or. Moi, j'aurais pas osé aller aussi loin. Mais vous comprenez bien que si les investisseurs privés, qui sont pour l'instant très peu investis sur les métaux précieux, décident d'aller sur ce marché, c'est un peu comme si un troupeau d'éléphants essayait de passer par une porte. Vous voyez l'état de la porte à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que la taille du marché étant beaucoup plus petite, un tout petit retrait du marché des actions et des obligations pour aller sur le marché de l'or aura un impact énorme. Donc on donne plus d'objectifs de prix, par exemple, sur les métaux précieux chez Ophi Invest AM, mais les fondamentaux, eux, sont là, ils sont pérennes, et donc ils devraient nourrir ce flux entrant sur le marché des métaux précieux, ce qui pourrait pousser les prix beaucoup plus haut. Sur l'or, sur l'argent également, là on voit depuis quelques jours, c'est l'argent qui signe les ascensions les plus spectaculaires. Même discours là-dessus Bien sûr. Ouais. Vous pouvez aussi parler du platine qui progresse lui aussi plus que l'or cette année. Les fondamentaux sont là et ils sont pérennes. Sur le marché de l'argent, Guillaume, on en a assez peu parlé, mais le marché de l'argent est déjà en déficit pour la 5e année consécutive cette année. Ça veut dire quoi? On a atteint le pic de production dans les mines d'argent en 2019. Depuis, on n'a pas réussi à retrouver ce niveau. Donc, on arrive à équilibrer le marché parce que les métaux sont ce qu'on appelle des matières premières de stock. C'est-à-dire que quand vous les consommez, ils ne disparaissent pas. Donc, vous pouvez les recycler et les remettre sur le marché, ce qui vous aide à faire un équilibre. D'accord? Donc, on a pu se servir de stock, mais comme ça fait 5 ans qu'on est en déficit, ces stocks, ils commencent à s'amenuiser. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où bien on a une demande en plus qui ne cesse d'augmenter parce que l'argent a cette propriété physique qui est qu'il est le meilleur conducteur d'électricité au monde, mieux que l'or, mieux que le cuivre. Et pour ça, on l'utilise beaucoup dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques qui se développent massivement. Ces deux secteurs qui n'existaient pas il y a 15 ans devraient représenter, selon le Silver Institute, à horizon 2030, à peu près 40% de la demande mondiale d'argent. Donc le marché est complètement chamboulé et donc les fondamentaux sont là et devraient perdurer. Sur le platine également, on a un boulevard parce que le platine est un métal plus précieux que l'or. Aujourd'hui, il vaut beaucoup moins cher que l'or. Donc les bijoutiers, notamment chinois, commencent à déplacer leur offre vers des bijoux en platine. Le marché du platine, c'est un marché de 250 tonnes. Le marché de l'or, un marché de 4500 tonnes. Je reprends l'image de mon éléphant. Si vous avez 1% de la demande de bijouterie d'or qui passe sur le platine, ça fait 45 tonnes de demande supplémentaire sur le platine. 45 tonnes, c'est 20% de la demande mondiale de platine. Effectivement, ça déstabilise complètement le marché et ça pousse les prix beaucoup plus haut. On peut imaginer que les banques centrales qui ont déjà acheté beaucoup d'or, et l'or est maintenant sur des plus hauts, se disent tiens, plutôt que de l'or, on va acheter de l'argent, ou pour le coup, d'un point de vue banque centrale, c'est moins intéressant. Alors deux choses. D'abord, elles vont continuer à acheter de l'or. Je le sais de façon certaine parce que c'est ce qu'elles disent. Il y a un sondage qui est réalisé tous les ans par le World Gold Council au mois de mai, qui est publié au mois de juin. Et cette année, il n'y avait jamais eu autant de banques centrales qui déclaraient vouloir acheter de l'or dans les 12 prochains mois.
sur les 3 dernières années où elles ont acheté 1000 tonnes par an, elles étaient entre 24 et 29% à dire qu'elles voulaient acheter de l'or. C'était 43% d'entre elles déclarent vouloir acheter de l'or. Il y a à peu près entre 70 et 80 banques centrales qui ont été interrogées. Alors aucune d'entre elles ne veut en vendre. C'est ça, et alors que le prix de l'or, entre-temps, a beaucoup progressé. Ça ne les effraie pas, quoi. Cette année, typiquement, elles devraient acheter au final, officiellement en tout cas, parce qu'il y a toujours la question de la Chine, à peu près 900 tonnes d'or, c'est-à-dire un tout petit peu moins que l'année dernière et que les 2 années précédentes, mais à des niveaux bien plus élevés, donc ça ne les freine pas. Pour ce qui est de l'argent, Guillaume, les banques centrales achètent assez peu d'argent. La Banque centrale de Pologne, cette année, en a acheté, mais le banquier central polonais est un profil un peu particulier. Ça n'a pas beaucoup de sens pour une banque centrale d'acheter de l'argent parce que la densité de valeur dans l'argent est beaucoup moins importante, donc il vous faut des volumes beaucoup plus importants pour stocker l'argent. Puis la deuxième chose, c'est que l'argent, avec le temps, il se ternit contrairement à l'or, donc il demande un peu plus d'entretien. Donc il n'y a pas vraiment de logique. Par contre, on commence à avoir des fonds souverains. Le fonds souverain saoudien, notamment, a dit qu'il avait investi dans l'argent, non pas en physique, mais en achetant des ETF. Et ça, c'est un point qui est important également. C'est toujours passionnant quand vous venez, Benjamin, parce qu'on comprend le fonctionnement, l'évolution naturelle presque d'ailleurs de ces métaux précieux dont on est en train de parler. Et puis il faut qu'on parle aussi de terres rares. Il se trouve que c'est une véritable bataille d'indépendance que se livrent les différents pays. L'Union européenne aujourd'hui a présenté d'ailleurs son plan pour augmenter la production européenne de terres rares, moins dépendre de la Chine où Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours d'ailleurs aujourd'hui. Comment vous regardez ce plan pour l'indépendance européenne en matière de terres rares, ce qui est annoncé là et nos besoins pour l'avenir? Il est critique, Guillaume, ce plan, parce qu'on a aujourd'hui un acteur qui fait 90% du raffinage des terres rares. C'est la Chine, d'accord ? On sait, l'Agence internationale de l'énergie a rendu son World Energy Outlook il n'y a pas longtemps, dans lequel elle explique que sur tous les métaux qui sont indispensables pour l'aérospatiale, pour la défense, pour les énergies renouvelables, pour la voiture électrique, la Chine est dominante sur 19 des 20 métaux nécessaires pour ces technologies, avec un taux moyen de raffinage de 70%. Donc on a une vraie dépendance. Ce qu'essaie de faire l'Union européenne, c'est bien, c'est la carotte et le bâton, j'ai envie de dire. La carotte, c'est de dire, voilà, on va faire un petit peu comme on fait les États-Unis avec MP Material, vous savez, la mine de Mountain Pass dans laquelle ils ont pris une participation et ils ont garanti un volume d'achat à un prix qui est à peu près 2 fois le prix de marché. Donc c'est quelque part subventionner le prix pour assurer aux producteurs qui vont s'y retrouver. C'est un peu ce qu'on propose aujourd'hui avec les certificats for difference qui sont évoqués par l'Union européenne. Et puis le bâton, c'est qu'on évoque la possibilité aussi de dire on va vous obliger à diversifier vos approvisionnements. Ça, c'est une autre possibilité qui est évoquée. Mais il ne faut pas se leurrer, Guillaume. Il faut aujourd'hui au minimum 10 à 15 ans pour ouvrir une nouvelle mine à travers le monde. Donc cette dépendance, elle va rester là pendant encore un bon moment. Il va falloir vivre avec. Les États-Unis ont dit qu'ils pourraient se défaire de la dépendance des terres rares vis-à-vis de la Chine en 2 ans. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Tous les spécialistes disent en moins de 7 à 8 ans, c'est impossible d'arriver à se défaire de cette dépendance, tant elle est écrasante au niveau de la Chine. Et du côté de l'Europe, est-ce que la signature de l'accord Mercosur pourrait nous aider un petit peu au moins à réduire cette dépendance ? Alors sur les terres rares, assez peu. Le Brésil a des grosses réserves de terres rares, mais aujourd'hui il produit, mais il envoie en Chine pour raffiner. On a toujours... Enfin, la Chine... Et là, je pense que c'est l'erreur originelle, entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'Union européenne, c'est que les Chinois sont des gens qui sont... Enfin, le gouvernement chinois est essentiellement formé d'ingénieurs. Il a toujours fonctionné par plans, des plans quinquennaux. Et dans les plans quinquennaux, ils ont décrit tout ce qu'ils allaient faire. Déjà en 1992, dans un discours, Deng Xiaoping dit « Le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares ». C'est déjà indiqué. Et depuis, il ne cesse de prendre des participations. Et c'était écrit dans ces plans quinquennaux. On les a laissés faire. Aujourd'hui, la domination est totale. Et je rappelle, dans le domaine du minier, on est dans le domaine du temps long. L'Agence internationale de l'énergie dit pour ouvrir une mine de cuivre, par exemple, il faut 17 ans en moyenne dans le monde. Ce n'est pas une question en plus de pays en développement ou pas. Aux États-Unis, il faut 29 ans en moyenne aujourd'hui. Donc c'est très long. Et se défaire de cette dépendance, il va falloir vivre avec encore pendant longtemps. Et probablement qu'il faut chercher d'autres solutions, peut-être. Moi, j'avais évoqué dans un article il y a quelque temps la possibilité éventuellement d'envisager un grand emprunt au niveau européen qui consisterait à acheter des grandes quantités de métaux, parce que si on met en place les lois qui ont été prévues, il va y avoir une obligation de recyclage pour les constructeurs automobiles, par exemple. Donc en fait, ça veut dire que ces constructeurs pourraient avoir besoin uniquement de louer ces métaux. Donc l'État pourrait prendre la responsabilité de les acheter, les louer aux industriels,
avec ça, il paierait les intérêts de l'emprunt et il porterait le risque, parce que ça permettrait de faire porter sur plusieurs générations le risque de transition. Sinon, c'est une génération qui va devoir absorber ce risque. C'est très compliqué, donc il y a peut-être d'autres solutions à creuser. Vous devriez écrire un livre. Ah mais je crois que c'est fait. Métaux, le nouvel or noir, c'est aux éditions du Rocher. À retrouver ce livre coécrit par Benjamin Louvet. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Guillaume. Ophi Invest AM régulièrement à nos côtés.